On l'appelle rusé dans toutes les cultures du monde. On le chante dans les fables, les contes, les légendes. Mais le renard véritable n'a presque rien à voir avec l'image que vous en avez depuis l'enfance. Vous pensez qu'un renard, c'est juste un petit malin roux qui vole des poules et se moque des loups? Oubliez tout ça. Le vrai renard est un prédateur capable d'entendre une souris sous un mètre de neige. C'est une créature qui, selon certains chercheurs, se sert du champ magnétique terrestre pour chasser le seul mammifère au monde chez qui ce comportement a été documenté. C'est un animal qui fait le mort, non pas pour se sauver, mais pour tuer. Deux faits qui ne collent pas ensemble. Le renard est l'un des animaux les plus reconnaissables et les plus appréciés de la planète, et en même temps l'un des plus mal compris. Aujourd'hui, on va voir qui il est vraiment, pourquoi l'humanité s'est trompée sur son compte pendant des millénaires, et ce qui fait de lui l'un des prédateurs les plus réussis de toute l'histoire de l'évolution. Restez jusqu'au bout, au milieu de la vidéo, une histoire qui va complètement bouleverser l'image que vous avez de cet animal, et vers la fin, une expérience qui a duré 66 ans et qui a changé tout ce qu'on croyait savoir sur la frontière entre le sauvage et le domestique. Un corps optimisé pour la vitesse. Commençons par les bases. Le renard roux, Vulpe vulpe, est le plus grand représentant du genre des vrais renards. Avec la queue, son corps peut atteindre 150 cm, à peu près la taille d'un enfant de 10 ans. Et pourtant, il ne pèse que 4 à 10 kg. 10 kg, c'est le poids d'un gros chat domestique. Imaginez 1,50 m de long pour un poids de chat. Ce n'est pas un hasard, c'est un petit chef-d'œuvre d'ingénierie évolutive. Le renard a un squelette léger, des os plus fins que ceux des autres canidés, un estomac 2 fois plus petit que celui d'un chien de taille comparable. Chaque gramme de son corps est optimisé pour la vitesse et l'agilité. Et ça marche. Le renard peut atteindre 50 km/h en course et certaines sources évoquent des pointes jusqu'à 72 km/h sur de courtes distances, la vitesse d'une voiture en ville pour un animal de quelques kilos. Il peut aussi sauter près de 2 mètres de haut, franchissant sans effort une clôture que vous pensiez infranchissable. Ses pattes avant comptent 5 doigts, les pattes arrière 4, des griffes longues, acérées, non rétractiles. Et voici un détail amusant. Le renard est le seul membre de la famille des canidés capable de grimper aux arbres. Pas tous les renards le font régulièrement, mais le renard gris, lui, le fait couramment. Il monte tête la première et peut redescendre aussi bien tête en bas que queue en avant. Pour un canidé, c'est proprement impossible autrement. L'analogie la plus proche, c'est le chat. Et ce n'est pas la seule ressemblance féline. Le renard a des pupilles verticales, comme un chat, et non rondes comme celles du loup ou du chien. Cette forme verticale est une adaptation à la chasse nocturne. Elle permet de mieux contrôler la quantité de lumière qui atteint la rétine. Derrière celle-ci se trouve une couche réfléchissante, le tapetum lucidum, qui renvoie la lumière et double les chances de capter le moindre photon. C'est pour ça que les yeux d'un renard brillent dans le noir quand une lampe torche les éclairs. Le renard possède aussi des vibrisses des moustaches, mais pas seulement sur le museau. Il en a également sur les poignets des pattes avant. C'est une caractéristique unique qui lui permet de percevoir les moindres vibrations du sol et de s'orienter dans l'obscurité totale au milieu d'un sous-bois dense. Ces moustaches peuvent atteindre 11 cm et sont reliées à des terminaisons nerveuses extrêmement sensibles aux variations de pression de l'air. Le renard, littéralement, palpe le monde avec ses pattes. Sa langue mesure environ 12 cm et a la texture d'un papier de verre fin. Les chercheurs estiment qu'il a moins de récepteurs gustatifs que l'humain, notamment pour l'acide, mais il compense largement par un odorat des dizaines de fois supérieur au nôtre. Le renard roux est présent dans toute l'Europe, en Afrique du Nord, dans une grande partie de l'Asie, dans toute l'Amérique du Nord et même en Australie, où les Européens l'ont introduit. On distingue entre 40 et 50 sous-espèces, plus que la plupart des autres prédateurs de la planète. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une capacité d'adaptation presque sans limite. Le renard vit dans les forêts, les steppes, les montagnes, les déserts, la toundra et jusqu'au cœur des grandes métropoles. Paris, Londres, Tokyo, Berlin, les renards sont partout. Dans la nature, il vit au maximum 10 ans, jusqu'à 20 en captivité. Mais l'espérance de vie moyenne d'un renard sauvage n'est que de 3 ans.
Maladies, prédateurs, voitures, chasseurs, tout cela raccourcit la vie d'un animal qui, en réalité, mérite bien mieux. Je dois avouer qu'en rassemblant toutes ces données, j'ai eu l'impression que le renard n'est pas simplement un animal, c'est une machine de survie parfaitement calibrée, peaufinée par des millions d'années d'évolution. Et ça devient encore plus intéressant. Un sixième sens pour la chasse. Parlons maintenant de ce qui rend le renard vraiment redoutable, son ouïe. Un renard peut entendre le couinement d'une souris à 30 mètres, la longueur d'une piscine olympique standard. Il entend une souris ronger une racine sous un mètre de neige. Il perçoit un petit corps se déplacer sous terre. Ses oreilles, ces triangles remarquables plantés sur sa tête, fonctionnent comme de véritables antennes paraboliques. Chacune peut pivoter indépendamment de l'autre sur 180 degrés. Le renard scanne en permanence l'espace sonore autour de lui, un peu comme un radar. Couinement aigu, froissement grave, vibrations souterraines, tout s'assemble en une carte sonore en 3 dimensions. Mais l'ouïe n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est le champ magnétique terrestre. En 2011, le zoologiste tchèque Jaroslav Červený et son équipe ont publié une étude qui a fait grand bruit dans le monde scientifique. En observant près de 600 sauts de chasse effectués par 84 renards, ils ont découvert une régularité qu'aucun modèle existant n'expliquait. Quand un renard sautait en direction du nord-est, son taux de réussite atteignait 73%. Dans la direction opposée, 60%. Dans toutes les autres directions, seulement 18%. Un écart pareil, entre 18 et 73%, ne peut pas être le fruit du hasard. Červený a émis l'hypothèse que le renard utilise le champ magnétique terrestre comme télémètre. Imaginez, le renard se tient sur la neige. Sous la neige, une souris. Il ne la voit pas. Il l'entend, mais le son seul donne une direction, pas une distance précise. C'est là qu'entrerait en jeu le champ magnétique. L'inclinaison de ce champ, dans l'hémisphère nord, formerait une sorte de viseur invisible. Quand le son de la souris coïncide avec un point précis de cette inclinaison magnétique, le renard saurait que la distance est calculée. Alors il bondit. Cette technique s'appelle le moving, la chasse à la souris par bond. Le renard s'élève haut dans les airs, utilise sa queue comme gouvernail et plonge tête la première dans la neige, tel un rapace fondant sur sa proie. La distance du saut peut atteindre 5 mètres, la taille d'une petite pièce, et le renard la parcourt d'un seul mouvement, avec une précision de quelques centimètres, en se fiant uniquement au son, potentiellement au champ magnétique. C'est ce détail qui m'a personnellement le plus marqué. La magnétoréception, la capacité à percevoir le champ magnétique, est connue chez les oiseaux, les chauves-souris, les tortues, les requins, les abeilles. Mais le renard serait le premier mammifère chez qui l'utilisation du champ magnétique pendant la chasse a été mise en évidence. Pas pour naviguer, pas pour migrer, pour chasser, pour calculer la distance exacte vers une cible invisible. Comment ce mécanisme fonctionne-t-il précisément ? On ne le sait pas encore. C'est un de ces domaines où la science reconnaît honnêtement. On sait quoi, mais pas encore comment. Une hypothèse évoque les cryptochromes, des protéines photosensibles présentes dans les yeux et qui réagiraient au champ magnétique. Si cette hypothèse se confirme, le renard verrait, littéralement, le champ magnétique non pas comme une image, mais plutôt comme une ombre ou un assombrissement se superposant à son champ visuel. Pour l'instant, ce n'est qu'une piste, mais le résultat, lui, est bien réel. Le renard chasse plus efficacement que n'importe quel autre prédateur terrestre de taille comparable. 1 mètre de neige ? Pas un problème. L'obscurité totale ? Pas un problème. Une proie invisible ? Pas un problème. Mais le moving n'est qu'une des techniques de chasse du renard. Il utilise aussi la tactique féline classique. Approche lente, corps collé au sol, attaque brève et fulgurante. Et une autre technique encore, l'attente patiente près d'un terrier. Le renard peut rester immobile pendant des heures devant l'entrée d'un terrier de rongeurs, attendant le bon moment des heures, sans un seul mouvement. Une patience qu'on n'attend généralement pas d'un prédateur. Et enfin, la technique pour laquelle vous êtes probablement resté jusqu'ici, faire le mort. Le renard se couche dans l'herbe, relâche son corps, s'immobilise complètement,
a l'air parfaitement mort et attend de voir qui va s'approcher. Une corneille curieuse, une pie, un écureuil. Il voit ce corps immobile, s'approche, encore, et au moment où la distance devient minimale, l'attaque. Le naturaliste Ernest Thompson Seton décrivait comment une renarde montrait cette technique à ses petits, se couchant à plat dans l'herbe, au pied d'un arbre, faisant la morte, jusqu'à ce qu'un écureuil curieux descende à portée. Plusieurs observateurs dans différents pays ont rapporté des scènes similaires. Les victimes les plus fréquentes sont les corvidés corneilles et pies, intelligents, curieux, incapables de résister à l'envie d'examiner un corps immobile. Et c'est précisément cela qui les perd. Honnêtement, en découvrant ce comportement, j'ai dû vérifier par moi-même un prédateur qui fait le mort non pas pour se sauver, mais pour attirer sa proie. Ça renverse tout ce qu'on croit savoir sur la thanatose, le fait de faire le mort dans le règne animal. Habituellement, ce sont les proies qui font ça. Opossums, canards, coléoptères, serpents, pour que le prédateur perde tout intérêt. Le renard fait exactement l'inverse. Il fait le mort pour que la proie baisse sa garde. Ce n'est pas un réflexe de désespoir, c'est une stratégie d'attaque. Le naturaliste Michael Chambers a décrit un autre détail qui éclaire tout. Son renard apprivoisé se roulait sur des animaux morts. Pourquoi ? Chambers a proposé qu'il s'agisse d'un camouflage olfactif. Une proie ne se méfie pas d'une odeur de charogne alors qu'elle détecterait immédiatement l'odeur d'un prédateur vivant. Le renard sent la mort, et la mort arrive. Ce n'est pas de la ruse de conte de fées, c'est la tactique d'un véritable chasseur. Une petite pause. Avez-vous déjà vu un renard dans la nature, pas au zoo, pas à l'écran, en vrai ? Dites-nous en commentaire où c'était et ce que vous avez ressenti. Un vocabulaire de 28 sons. Le renard n'est pas un animal grégaire. Il ne vit pas en groupe comme le loup, mais le qualifier de solitaire serait une erreur. Le renard est sociable simplement d'une autre manière. Les chercheurs ont documenté plus de 20 types de vocalisations différentes chez le renard roux, certaines sources en évoquant jusqu'à 28 un répertoire vocal plus complexe que celui de la plupart des canidés sauvages. Le cri le plus connu du renard est un hurlement aigu, perçant, prolongé, que beaucoup prennent pour le cri d'une femme. Il est si effrayant que des personnes l'entendant pour la première fois, la nuit, en forêt, ont appelé la police. Ce n'est pas une exagération, il existe des cas documentés. Ce cri est émis le plus souvent par la femelle, en période de reproduction, pour attirer un mâle. Mais ce n'est qu'un son parmi 28. Il y a l'aboiement bref, sec, aigu, utilisé pour marquer le territoire ou établir un contact entre renards. Il y a le geckering, un son particulier qui ressemble à un claquement ou un cliquetis rapide, utilisé lors des affrontements agressifs pour des questions de territoire, un son qui fait paraître le renard plus imposant qu'il ne l'est réellement. Il y a un doux roucoulement, presque un ronronnement, que la mère utilise avec ses petits. Il y a des gémissements et des plaintes, signes de soumission ou requête, des grognements, des raclements de gorge, des reniflements, des toux. Chaque son a une fonction précise. Mais voici ce qui compte vraiment. Un même son peut signifier des choses différentes selon le langage corporel qui l'accompagne. Et ce langage corporel forme un univers à part entière. Le renard emprunte des postures et des gestes aussi bien aux canidés qu'aux félins. Il peut arquer le dos et hérisser sa fourrure comme un chat. Il peut plaquer ses oreilles et baisser la queue comme un chien. Il peut se dresser de toute sa hauteur, queue relevée, pour signaler sa dominance. Il peut se recroqueviller en boule pour signaler sa soumission. La queue est un outil de communication à part entière. Renard vigilant, queue horizontale. Renard détendu, queue qui pend librement. Renard agressif, queue hérissée et relevée. Renard effrayé, queue coincée entre les pattes arrière. Et la pointe blanche de la queue n'est pas un simple ornement. Selon les chercheurs, elle fonctionnerait comme une véritable balise visuelle. Les renardeaux suivraient cette pointe blanche dans le noir leur point de repère, leur étoile guide dans un monde encore trop vaste et trop dangereux. Je me souviens d'avoir lu cela pour la première fois, cette histoire de la pointe blanche comme phare pour les petits, et d'en être resté sans voix. Un détail si simple, une solution si élégante.
des millions d'années d'évolution résumées en une petite tache blanche au bout d'une queue, qui sauve des vies. Mais les renards ne communiquent pas seulement par le son et le geste. Leur troisième canal de communication, c'est l'odeur. Le renard possède des glandes disséminées sur différentes parties du corps. La plus marquante est la glande caudale, située à la base de la queue, qui sécrète un musc que les autres renards lisent comme une carte de visite. Qui es-tu? De quel sexe? Dans quel état de santé? Prêt à te reproduire ou non? Toutes ces informations sont encodées dans l'odeur. Les renards marquent leur territoire avec de l'urine, et ce n'est pas un simple « je suis passé par là ». C'est un système de messages complexe. La trace dit « j'étais ici, je suis vivant, c'est mon territoire », ou bien « je cherche un partenaire », ou encore « attention, danger ici ». Le paysage olfactif du territoire d'un renard est comme un journal mis à jour quotidiennement, chaque trace un titre, chaque odeur un article. Les renards lisent ce paysage aussi naturellement que nous lisons un texte à l'écran. Le territoire d'un renard peut couvrir de 5 à 12 carrés kilomètres en zone rurale, beaucoup moins en ville, parfois seulement 1 à 2 carrés kilomètres, mais chaque mètre carré y est cartographié, marqué, catalogué. Le renard connaît son territoire mieux que vous ne connaissez votre propre appartement. Une vie de famille étonnamment tendre. Les renards s'accouplent en hiver, généralement de décembre à février. C'est à ce moment que les mâles deviennent particulièrement bruyants et que les femelles poussent leurs fameux cris. Des couples se forment et attention, les renards sont fondamentalement monogames. Pas tous, pas toujours, mais le schéma de base reste. Un mâle, une femelle, une famille. La gestation dure de 50 et 1 à 53 jours, un peu moins de 2 mois. La portée compte généralement 4 à 6 renardeaux, parfois jusqu'à 13 petites créatures aveugles, chacune ne pesant pas plus de 150 grammes, le poids d'une pomme. Les petits naissent aveugles, leurs yeux ne s'ouvrent qu'au bout de 2 semaines. Les premiers jours de leur vie se résument à une dépendance totale envers la mère. Elle ne quitte pas le terrier, réchauffe ses petits avec son propre corps, car ils ne savent pas encore réguler leur température. Leur petit museau les guide vers les mamelles. C'est tout ce qu'ils connaissent, la chaleur de leur mère et le lait. Et c'est ici que commence l'une des histoires les plus touchantes du monde sauvage. Le père, dans les premiers jours, n'a pas le droit d'entrer dans le terrier, la mère l'en empêche. Pourquoi ? Sans doute n'est-elle pas certaine qu'il sera assez prudent avec des nouveau-nés si fragiles, mais il ne part pas pour autant. Il chasse, il apporte de la nourriture jusqu'à l'entrée du terrier. Il surveille le territoire, il fait tout sauf une chose, entrer. Quand les renardeaux atteignent 2 semaines et ouvrent les yeux, la mère autorise enfin le père à entrer. À partir de là, les 2 parents alternent chasse et soins aux petits. Vers la 4e semaine, les renardeaux passent du lait à une alimentation solide. Les parents leur apportent des proies souris, campagnols et les déposent devant eux. Les petits doivent comprendre seuls quoi en faire. C'est leur première leçon. Vers la 5e semaine, les renardeaux commencent à sortir du terrier. Ils sont maladroits, curieux, complètement vulnérables. Ils jouent près de l'entrée, se bousculent entre eux, et voici un détail intéressant. Une hiérarchie s'établit entre les petits dès la première semaine de vie. La chercheuse Sandra Alvarez Betancourt, de l'Université de Bristol, a observé à l'aide de caméras infrarouges installées directement dans des terriers que des comportements agressifs apparaissent déjà chez des renardeaux âgés de 3 semaines à peine. Le plus faible du groupe subit la pression de ses frères et sœurs dès la 2e semaine. La mère n'intervient pas. C'est rude mais nécessaire. C'est la hiérarchie qui décidera qui survit. Puis, vers 2 ou 3 mois, commence l'étape la plus importante, l'apprentissage. Les parents emmènent les renardeaux à la chasse. David MacDonald, célèbre zoologiste de l'université d'Oxford, a décrit comment une mère renarde apprenait à ses petits à attraper des vers de terre en leur montrant comment appâter le ver pour l'extraire du sol en entier sans le rompre. C'est une motricité précise, une compétence qui s'apprend. Les parents apportent aussi des proies encore vivantes qu'ils relâchent devant les petits. La souris tente de fuir, les renardeaux essaient de l'attraper, trébuchent, ratent leur cou, s'en mêlent les pattes,
Mais peu à peu, ils apprennent. À l'automne, les renardeaux atteignent la taille adulte. Vient alors le moment de la séparation. Les jeunes mâles partent généralement les premiers, chassés par le mâle dominant leur père non par cruauté, mais pour éviter les accouplements entre proches parents. Les femelles, elles, restent parfois sur le territoire parental pendant une année supplémentaire, devenant des aides. Elles participent à l'éducation de la génération suivante de renardeaux. Une femelle subordonnée peut même se mettre à lacter et nourrir des petits qui ne sont pas les siens. Ce détail m'a particulièrement frappé. Le renard, qu'on a l'habitude de considérer comme un solitaire égoïste, se montre prêt à nourrir les enfants d'un autre. Ce n'est pas de l'altruisme au sens humain du terme, c'est de la sélection de parentèle. En aidant sa sœur à élever sa progéniture, elle augmente les chances de survie de ses propres gènes. Mais cela ne rend pas la scène moins touchante pour autant. La chercheuse Valeria Vergara, de l'université Trent, au Canada, a observé 8 familles de renards et découvert que les mâles passent environ 16% de leur temps en contact direct avec les petits et les femelles 28%, ce qui n'est pas rien, sachant que le reste de leur temps est consacré à la chasse et à la surveillance du territoire. Dites-moi honnêtement, saviez-vous que les renards étaient des parents aussi attentionnés, capables d'apprendre à chasser à leurs petits? Dites-nous en commentaire si cela vous a surpris. Une intelligence urbaine hors norme. Parlons maintenant de ce qui rend le renard vraiment exceptionnel. Pas sa vitesse, pas son ouïe, pas son sens magnétique, son intelligence. Des études montrent que les renards surpassent souvent les chiens dans des tâches de résolution de problèmes, de mémorisation spatiale et de repérage d'objets. Ça peut sembler presque insultant pour les propriétaires de chiens, mais c'est un fait. Les chiens ont été domestiqués pendant des millénaires, sélectionnés pour leur obéissance, leur disposition à se soumettre à l'humain. Les renards, eux, ont conservé leurs instincts sauvages et leur capacité à résoudre des problèmes de façon autonome. Résultat, un autre type d'intelligence. Pas celle de l'élève obéissant, mais celle du survivant débrouillard. Les renards urbains en sont le meilleur exemple. À Londres, ils vivent en ville depuis les années 1930, presque un siècle d'évolution urbaine. Pendant ce temps, ils ont appris des choses dont leurs cousins des campagnes n'ont jamais rêvé. Ils connaissent le passage des camions poubelles pas approximativement, précisément, ils savent quel jour de la semaine les poubelles sortent dans telle rue et ils viennent exactement ce jour-là. Ils ont appris à ouvrir des poubelles pas toutes, mais celles équipées d'un couvercle à levier. Ils appuient sur le levier avec la patte et soulèvent le couvercle. Ils mémorisent leurs itinéraires en ville avec une précision de la rue près. Ils savent où les clôtures sont assez basses pour être sautées, où se trouvent les passages, où se cacher d'un chien. Ils distinguent les humains, pas l'humain en général, mais telle personne en particulier, celle qui nourrit, celle qui chasse. Ils se souviennent des visages et réagissent en conséquence. Honnêtement, ça paraît presque incroyable. J'ai dû vérifier, mais ce sont des observations confirmées. Les renards urbains s'adaptent au changement de leur environnement plus vite que n'importe quel autre mammifère sauvage. Des chercheurs britanniques ont découvert que le crâne des renards citadins devient légèrement plus petit et plus large que celui de leurs cousins ruraux, une évolution en temps réel, pas sur des millénaires, mais sur des décennies. La morphologie du crâne évolue en fonction du régime alimentaire. Les renards urbains mangent une nourriture plus tendre. Ils n'ont pas besoin de mâchoires aussi puissantes que ceux des campagnes. Mais c'est la flexibilité cognitive qui est le point le plus important. Un renard qui a appris à trouver sa nourriture en forêt s'installe en ville et maîtrise, en quelques semaines à peine, tout un nouvel ensemble de compétences. Ce n'est pas simplement de la mémoire, c'est un transfert d'apprentissage, l'application de stratégies d'un contexte à un autre. C'est ce qu'on appelle, en psychologie, une capacité métacognitive. Et c'est ici qu'on touche à la question centrale de cette vidéo. Pourquoi qualifie-t-on le renard de rusé? Parce qu'il l'est vraiment? Ou parce qu'on n'a pas trouvé de meilleur mot pour désigner un type d'intelligence qui ne rentre pas dans nos catégories habituelles? Le renard n'est pas rusé. Il est flexible, adaptable, capable d'apprendre, rapide à décider dans l'incertitude. En sciences cognitives, on appelle ça de la flexibilité cognitive. Dans le langage courant, on dit simplement « rusé », mais ce mot appauvrit la réalité. La ruse,
une invention culturelle universelle, aucun animal dans l'histoire humaine n'a inspiré autant de légendes que le renard, dans quasiment toutes les cultures, sur tous les continents. Au Japon, le renard, c'est le kitsune, un esprit mystique, messager du dieu Inari, dieu du riz, de la fertilité et de la richesse. Le kitsune peut prendre forme humaine, le plus souvent celle d'une belle femme. Plus un kitsune est âgé, plus il possède de queues jusqu'à 9. 9 queues, signe de sagesse, de puissance, d'une force presque divine. Les sanctuaires Inari, partout au Japon, sont ornés de statues de renards par milliers, postées à l'entrée pour garder l'espace sacré. Le kitsune peut être un esprit protecteur bienveillant, mais aussi un redoutable trompeur. Cette ambiguïté est justement sa marque de fabrique. En Chine, l'esprit renard s'appelle Uli Jing. Lui aussi capable de métamorphose, lui aussi associé à la fois à la sagesse et à la ruse. La mythologie chinoise est d'ailleurs l'une des sources de l'image japonaise du kitsune. Quand le bouddhisme est arrivé au Japon au VIe siècle, les récits chinois de renards métamorphes se sont mêlés aux croyances locales. Dans la tradition européenne, le renard c'est avant tout un trickster, renard, dans les satires médiévales françaises, allemandes et néerlandaises. Un rusé roublard qui trompe des animaux plus forts mais plus bêtes que lui, le loup, l'ours, le lion, tous ridiculisés. Renard triomphe non par la force, mais par l'esprit. C'est d'ailleurs de ce personnage que vient le mot français renard lui-même, qui a fini par remplacer l'ancien mot goupil. Dans la tradition russe, on trouve la figure de la renarde Patrikeyevna, une image connue de tous dès l'enfance, douce, flatteuse, rusée. Elle dupe le corbeau et son fromage, tourne le loup en bourrique, fait la morte sur la route pour voler du poisson à un paysan. Et dans les récits amérindiens aussi, le renard est présent, malin, agile, tantôt bienveillant envers les humains, tantôt trompeur. Chaque culture, sans se concerter, a vu la même chose dans le renard, l'intelligence l'emportant sur la force brute. Et chaque culture, sans se concerter, s'est trompée sur l'essentiel. Le renard n'est pas un petit malin, c'est un stratège. Sa ruse est en réalité un ensemble d'outils cognitifs affûtés par des millions d'années d'évolution. Mais il est plus facile de penser en termes de contes de fées, plus facile de dire rusé que cognitivement flexible, doté d'une grande capacité d'apprentissage et de transfert de compétences entre contextes. Le conte est plus compréhensible, mais le conte est un mensonge. L'expérience qui a duré 66 ans, et voici l'histoire promise en début de vidéo. En 1959, en Union soviétique, à Novosibirsk, le généticien Dmitri Beliaev se pose une question qui paraît folle. Peut-on domestiquer un animal sauvage en l'espace d'une vie humaine? Pas en plusieurs millénaires, comme cela s'est fait pour le loup et le chien, mais en quelques décennies. Beliaev prélève 130 renards argentés dans des fermes soviétiques et commence une sélection basée sur un seul critère, l'amabilité envers l'humain. Chaque génération est testée dès le premier mois de vie. L'expérimentateur s'approche de la cage, ouvre la porte, tend la main avec un épais gant. Les renards qui ne mordent pas, ne reculent pas, ne grognent pas sont sélectionnés pour la reproduction. Tout le reste, apparence, taille, couleur du pelage, n'a aucune importance. Seul compte le comportement, la réaction à l'humain. Les résultats sont apparus à une vitesse déconcertante. Dès les premières générations, les renards ont commencé à se comporter différemment. Ils remuaient la queue à la vue d'un humain, gémissaient de joie quand on s'approchait d'eux, léchaient les mains. Ils ne se contentaient plus de tolérer la présence humaine, ils la recherchaient activement. Mais le plus stupéfiant, c'est autre chose. Avec le comportement, l'apparence a changé aussi. Des taches sont apparues sur le pelage, multicolores comme chez un chien bâtard. Les oreilles se sont ramollies et se sont mises à tomber. Les queues se sont enroulées, les museaux sont devenus plus courts, plus arrondis, plus juvéniles. C'était exactement le résultat que Beliaev avait anticipé. Il a appelé cela le syndrome de domestication. En sélectionnant sur un seul trait, l'amabilité, il avait déclenché toute une cascade de changements génétiques, touchant le système hormonal, l'anatomie, la physiologie. Tout est lié.
Les gènes responsables du comportement se sont révélés associés à ceux responsables de la couleur du pelage, de la forme des oreilles, de la longueur du museau. On tire sur un seul fil et tout le motif se transforme. Beliaev n'a pas vécu jusqu'à la fin de l'expérience. Il est mort en 1985. C'est Lyudmila Trut qui a poursuivi son œuvre, une femme qui a consacré 66 ans de sa vie à ce projet. 66 ans, chaque jour, à travailler avec les renards, observer leur comportement, sélectionner, documenter. Le journal The New York Times a qualifié cette expérience de probablement la plus remarquable expérience de sélection jamais menée. Le magazine Scientific American a écrit que Beliaev peut être l'homme qui a le plus contribué à notre compréhension de la façon dont les loups sont devenus des chiens, et tout cela grâce aux renards. Mais il y a une nuance. Cette version est aujourd'hui débattue. En 2019, un groupe de chercheurs a publié un article suggérant que les renards des fermes soviétiques avaient être déjà été partiellement sélectionnés pour leur docilité avant même le début de l'expérience de Beliaev. Des photographies de fermes à fourrure canadienne datant des années 1920 montrent des renards au pelage tacheté et aux oreilles souples des traits que Beliaev attribuait pourtant aux effets de sa propre sélection. Cela ne réfute pas entièrement les résultats, mais incite les scientifiques à plus de prudence dans leurs conclusions. La science n'apporte pas de réponse définitive, elle affine continuellement. Pour moi, ça a été une vraie découverte. Une expérience que je croyais irréprochable s'est révélée bien plus complexe qu'elle n'y paraissait. Mais c'est justement ce qui fait la science. Aujourd'hui, les renards domestiqués de Novosibirsk se comportent comme des chiens. Ils remuent la queue, lèchent les visages, jouent avec des jouets, viennent quand on les appelle, mais restent génétiquement des renards. Une seule sélection sur le comportement et en 6 décennies, une bête sauvage s'est transformée en compagnon presque domestique. Ça n'en dit pas seulement long sur les renards, ça en dit long sur la finesse de la frontière entre sauvage et domestique, et sur ce qu'il faut de peu de choses pour la franchir. Question pour vous. Si vous aviez l'occasion d'avoir un renard domestiqué, le feriez-vous ? Dites-nous oui ou non en commentaire, et pourquoi. Une relation à l'homme faite d'amour et de haine. La relation entre le renard et l'humain est une histoire d'amour et de haine vieille de plusieurs millénaires. D'un côté, la chasse. La chasse au renard, à courre, avec meute de chiens et chevaux, a été l'un des principaux divertissements de l'aristocratie britannique pendant des siècles. En France aussi, la vénerie du renard a une longue tradition. Au Royaume-Uni, cette pratique a fini par être interdite en 2004, mais jusque-là, des milliers de renards y trouvaient la mort chaque année. D'un autre côté, la fourrure. La fourrure de renard a été prisée pendant des siècles, notamment celle du renard argenté, une variante de couleur rare du renard roux. Au début du XXe siècle, la peau d'un renard argenté pouvait valoir le prix d'une maison. Cela a conduit à la création d'immenses élevages à fourrure au Canada, en Russie, en Scandinavie. Des millions de renards ont vécu et sont morts en cage pour leur pelage. Aujourd'hui, l'élevage à fourrure recule. De nombreux pays, dont la France, ont interdit ou fortement restreint l'élevage d'animaux pour leur fourrure, mais il n'a pas complètement disparu ailleurs dans le monde. Un autre aspect concerne les maladies. Le renard est un réservoir majeur de la rage dans de nombreuses régions de l'hémisphère nord. En Europe, les campagnes massives de vaccination orale des renards, lancées dans les années 1970, ont pratiquement éliminé la rage chez cette espèce sur le continent, un vrai succès de santé publique dont la France a largement bénéficié. Il y a aussi la dimension écologique. En Australie, le renard est une espèce invasive, introduite dans les années 1850 pour la chasse sportive. Sans prédateurs naturels et face à une abondance de proies naïves, les renards s'y sont multipliés au point de devenir une véritable catastrophe pour la faune locale, décimant les populations de marsupiaux, de rongeurs, d'oiseaux et de reptiles indigènes. La base, le renard est traité comme un ennemi, cible d'abattage, d'empoisonnement, de piégeage. Mais ce n'est pas une bête malveillante, c'est une créature placée par l'humain dans un écosystème auquel elle n'appartient pas. La faute n'incombe pas au renard, mais à l'humain qui l'a transporté de l'autre côté de l'océan pour le loisir. Et enfin, 5e facette, la plus inattendue,
la cohabitation urbaine. À Paris, comme dans plusieurs grandes villes françaises, les observations de renards en zone urbaine et périurbaine se multiplient depuis quelques années. À Londres, on estime la population à environ 10 000 individus. Ils marchent sur les trottoirs, s'assoient sur les toits des voitures, entrent dans les maisons par la chatière. La plupart des citadins les considèrent avec calme. Ils font partie du paysage urbain. Pas un ennemi, un voisin. Les renards remplissent en ville une fonction importante, la régulation des populations de rats et de souris. Un renard adulte peut consommer plusieurs milliers de rongeurs par an, un système gratuit, écologique, autonome, de contrôle des nuisibles. L'Union internationale pour la conservation de la nature classe le renard roux dans la catégorie préoccupation mineure. Il n'est absolument pas menacé d'extinction. 45 sous-espèces, présents sur tous les continents sauf l'Antarctique, des millions d'individus. Le renard a gagné. Il a survécu aux périodes glaciaires, à des millénaires de chasse, à l'urbanisation. Non seulement il a survécu, mais il prospère et continue de s'adapter plus vite qu'on ne parvient à l'observer. Ce qu'il nous reste à découvrir, on a l'habitude de croire qu'on connaît bien le renard. C'est l'un des prédateurs les plus étudiés de la planète. Des dizaines de milliers de publications scientifiques, des siècles d'observations. Mais la vérité, c'est qu'on commence à peine à comprendre cet animal. Le mécanisme de la magnétoréception reste une hypothèse. On sait que le renard utiliserait le champ magnétique, mais on ne sait pas comment. Cryptochromes, magnétites dans les tissus, ou toute autre chose encore inconnue, les capacités cognitives des renards sont bien moins étudiées que celles des chiens, des corvidés ou des primates. On soupçonne qu'elles sont bien plus élevées qu'on ne le pensait, mais les expériences à grande échelle restent rares. Comment les renards enseignent-ils à leurs petits? Il existe des observations, des témoignages, mais trop peu de données strictement expérimentales. Le font-ils délibérément, comme le suggérait MacDonald, ou les petits apprennent-ils simplement en observant? Aucune réponse définitive pour l'instant. L'évolution urbaine des renards est un processus qui se déroule en ce moment même, en temps réel. La morphologie du crâne change. Il est possible que l'architecture cognitive change aussi. Il est même possible que se forment des cultures propres à chaque ville, des traditions de résolution de problèmes transmises de génération en génération. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse. Chaque réponse au sujet du renard fait naître deux nouvelles questions. Et c'est peu être la meilleure chose qu'on puisse dire de tout véritable objet d'intérêt scientifique. Quelques détails supplémentaires. Le renard est un prédateur d'une polyvalence remarquable. Son régime alimentaire comprend rongeurs, lièvres, oiseaux, insectes, poissons, grenouilles, baies, fruits et même des déchets. Au Royaume-Uni, on a observé un renard pêcher en eau peu profonde, immobile dans l'eau comme un héron. Au Canada, on a documenté un renard chassant de jeunes oiseaux marins. Au Japon, un renard a été vu déterrant des nids de tortues pour en manger les œufs. Il mange aussi des pommes, des prunes, du raisin. Le renard sait également stocker sa nourriture. Il enterre le surplus de ses proies et mémorise l'emplacement de ses cachettes pas seulement pour un jour, mais pour des semaines. Quand la nourriture se fait rare, il retourne à ses caches avec une précision au mètre près. Détail curieux, il tasse la terre au-dessus de la cachette avec son museau, pas avec sa patte, ce qui crée un recouvrement plus compact, plus difficile à détecter pour d'autres animaux. La sensibilité tactile de son museau lui permet d'évaluer la compacité du sol. Un dernier détail, une fois sa proie attrapée, le renard peut jouer avec elle, comme un chat il lance la souris en l'air, la relâche, la rattrape. Le zoologiste David Henry a décrit un cas, à l'automne 1971, où un renard a joué avec un campagnol pendant plusieurs minutes avant de le manger. Ce n'est probablement pas du sadisme, mais plutôt un entraînement moteur, ou simplement du plaisir, on ne sait pas exactement, mais la ressemblance avec le comportement des chats domestiques est frappante. Et on revient toujours au même parallèle. Renard-chat. Il chasse comme un chat, en s'approchant furtivement puis en bondissant. Il joue avec sa proie comme un chat. Il se love en boule comme un chat. Il feule et arque le dos en cas de conflit comme un chat. Il a des pupilles verticales comme un chat, des vibrisses comme un chat. Le renard, c'est un chat né chien ou un chien qui joue au chat.
Encore une supercherie à ajouter à la collection. Voici une histoire que racontent des chercheurs de l'université de Bristol. Dans une famille de renards, le pourvoyeur du foyer meurt le mâle et heurté par une voiture. La femelle se retrouve seule, avec des petits pas encore, capable de se nourrir seule. Une femelle subordonnée, non lactante, vivant à proximité, prend en charge l'éducation des renardeaux. Elle n'est pas leur mère, elle n'a aucune obligation, mais elle le fait quand même. Ce n'est pas un cas isolé. Un comportement similaire a été documenté à plusieurs reprises. La famille chez le renard est une structure flexible. Quand un élément disparaît, le système se réorganise. Les rôles se redistribuent. Quelqu'un en fait davantage. Quelqu'un se met à nourrir les petits d'un autre. Ce n'est pas chacun pour soi, c'est « on s'en sortira ensemble ». Les renardeaux jouent énormément sans arrêt. Bousculades, poursuites, sauts, morsures. Mais ce n'est pas un simple divertissement, c'est une répétition de la vie d'adulte. Chaque bousculade entraîne les compétences de chasse. Chaque poursuite affine la vitesse et l'agilité. Chaque morsure calibre la force des mâchoires. Vers le 4e mois, le renardeau petite boule de poils maladroite se transforme en un animal rapide et coordonné. Cette transition coïncide avec une hausse des hormones de stress, notamment le cortisol. Les chercheurs du projet de Beliaev ont découvert que c'est précisément ce changement hormonal qui transforme le petit joueur insouciant en adolescent prudent. Les jeux diminuent brutalement, la curiosité laisse place à la vigilance. Le petit ne se précipite plus vers tout ce qui est nouveau, il évalue, il pèse. C'est le moment où s'allume cet esprit renard qu'on aime tant et qu'on redoute tout autant. Un dernier détail à ajouter. Dans une expérience de 1975, les chercheurs Alan Sargent et Lester Eberhardt ont observé la réaction de 50 canards sauvages de 5 espèces différentes après avoir été capturés par des renards roux. 29 des 50 canards ont immédiatement fait les morts une fois capturés, un cas classique de thanatose. Résultat, les canards jouaient les morts et les renards inexpérimentés les relâchaient, les canards s'échappaient alors en courant. Mais voici l'essentiel. Les renards expérimentés apprenaient vite, comprenaient que le canard pouvait ruser et se mettaient à porter le coup fatal immédiatement, sans laisser à la proie la moindre chance de tenter sa supercherie. Le renard apprend de la ruse. Le renard s'adapte à la ruse. Le renard surmonte la ruse. Un prédateur qu'on ne peut pas tromper 2 fois, n'est-ce pas là, au fond, la définition même de l'intelligence véritable? Et la boucle se referme. Le renard fait le mort pour attirer sa proie. La proie fait la morte pour échapper au renard. Le renard apprend à reconnaître la ruse de sa proie. Une course aux armements qui dure depuis des millions d'années et dans laquelle le renard reste l'inlassable champion. Dans la mythologie japonaise, le kitsune à 9 queues était considéré comme presque tout-puissant. Il vivait dans les cieux, prenait n'importe quelle forme, connaissait le passé et l'avenir. 9 queues, 9 vies de sagesse. Eh bien, le vrai renard n'a qu'une seule queue, mais la sagesse qui y loge, semble-t-il, n'est pas moindre pour autant. Voici un fait qui ne rentre dans aucune catégorie précise, mais qu'on ne peut pas passer sous silence. Les renards savent aussi jouer avec d'autres espèces. Des cas documentés existent de jeunes renards jouant avec des chats domestiques, pas en train de chasser, simplement en train de jouer. Ils se poursuivent, font de fausses charges, bondissent en arrière. Cela suppose une véritable communication interspécifique. Le renard doit comprendre le langage corporel du chat et ajuster son propre comportement pour que le jeu ne dégénère pas en conflit. C'est une flexibilité sociale d'un tout autre ordre, pas seulement de l'intelligence, mais une forme d'empathie, ou du moins une capacité à modéliser les intentions d'un autre être. En science, on appelle cela la théorie de l'esprit, la capacité à supposer qu'un autre être a ses propres pensées, intentions, émotions. Chez les primates, cette théorie de l'esprit fait l'objet de décennies de recherche. Chez le renard, les données manquent encore presque totalement, mais le comportement observé suggère des capacités bien plus élevées qu'on ne le suppose habituellement. Et un dernier point, les renards jouent aussi seuls, sans partenaire. Ils lancent des bâtons, des balles, des cailloux, ils sautent après leur propre queue. C'est du jeu pour le jeu, ce que l'éthologie appelle un surplus d'énergie cognitive.
Le cerveau du renard est si actif qu'il réclame de la stimulation même quand tous les besoins fondamentaux sont satisfaits. Un animal qui joue sans raison, c'est un animal doté d'une vie intérieure. Et c'est être bien la chose la plus importante qu'on puisse dire du renard. En résumé, voici ce qu'on sait. Le renard entend ce qu'il ne voit pas. Il perçoit peu, être le champ magnétique de la planète. Il fait le mort pour tuer. Il reconnaît la ruse chez les autres. Il enseigne à ses petits. Il se souvient des humains. Il mémorise ses cachettes pendant des semaines. Il joue sans raison. Il surmonte la perte d'un partenaire en accueillant les petits d'un autre. Il s'adapte à n'importe quel environnement plus vite qu'on ne parvient à le changer. Pendant des millénaires, on l'a qualifié de rusé. On s'est trompé. Le renard n'est pas rusé. Il est la preuve vivante que l'intelligence n'a besoin ni d'un grand cerveau, ni d'une meute, ni d'une civilisation. Il suffit d'un corps adapté, de sens affûtés et d'une volonté d'apprendre. Le renard est un miroir. On y voit notre propre débrouillardise, notre propre capacité d'adaptation, notre propre obstination à vouloir survivre. Envers et contre tout, on lui a inventé le rôle du petit malin et il s'est révélé être un stratège, une mère, un partenaire, un élève et un enseignant à la fois. Ni la beauté d'un conte, ni le tueur silencieux qu'on imagine. Ni l'un, ni l'autre. Le renard est un renard, et c'est bien plus qu'il n'en faut. Si on savait tous s'adapter à ce monde, ne serait-ce qu'à moitié aussi bien que lui, le monde serait différent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. La prochaine vidéo devrait vous surprendre. À bientôt.